Alors, il y avait un problème avec la fin du vidéo. On continue dans le chapitre. Je vais aborder quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement important. Lorsque l'on parle en général de cause et d'effet, lorsque on donne des conseils aux gens, souvent on va utiliser l'idée de corrélation pour justifier qu'on devrait changer un certain comportement. Il y a deux problèmes là-dedans. Le premier, c'est que corrélation n'est pas causation. Et donc, la corrélation est un outil pour prédire l'avenir ou pour prédire, pas prédire l'avenir, mais prédire une variable qu'on ne voit pas. Mais la corrélation n'implique pas que si on change la variable, on va avoir un impact. On peut, par exemple, avoir plein d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où de changer la variable n'a pas d'impact, mais que la corrélation est quand même très forte. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que dans les choses qui sont humaines, en particulier, tous les éléments sont corrélés. Et donc, imaginez par exemple, et là, ça, c'est pas une réalité scientifique, là, c'est une expérience de pensée, mais imaginez que sur une certaine planète, justement, ne parlons pas de l'espèce humaine, mais sur une certaine planète, on a des individus, des familles, beaucoup de points communs avec la Terre, sauf que là, dans ce cas-là, on sait qu'il y a un index parental, c'est-à-dire qui évalue, qu'on peut utiliser. C'est une métrique là, qui est connue, qui est stable, qui permet d'évaluer la qualité du soin parental qui est offert aux enfants par leurs parents durant, disons, les 15 premières années de leur vie. Et on pourrait, par exemple, avoir démontré, pas par observation, mais démontré de façon sérieuse et scientifique que l'index parental a un impact sur la qualité du mariage que les gens vont avoir, le quotient intellectuel que les gens vont développer, le salaire que les gens vont obtenir, leur longévité, leur santé, si vous préférez, et leur niveau de scolarité. Bon, si c'était le cas, si l'index parental avait un impact sur toutes ces variables-là, ce qu'on va observer, c'est que toutes les variables vont être corrélées. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une source qui impacte tous les autres. Et donc, toutes les variables vont être très fortement corrélées. Oui, dans ce cas-là, elles vont être assez fortement corrélées puisque on a dit que l'index parental avait un lien qui était fort. Et donc, ici, toutes les variables sont corrélées. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les variables sont corrélées, et c'est un petit exemple. Ça me fait quand même 30 corrélations. Et ici, mon hypothèse, c'est que le seul vrai lien causal, c'était l'index parental. Et donc, on aurait 5 causes et 30 corrélations. Et donc, si on observe une corrélation entre le mariage et le salaire, ce n'est qu'à cause d'une troisième valeur qui est l'index parental. Et non pas le fait que si vous augmentez votre salaire, votre mariage va durer plus longtemps. Bon. Par exemple, si vous augmentez votre salaire, votre QI va peut-être pas changer. Okay? Mais en changeant l'index parental, on voit que on aura un effet sur l'avenir de ces enfants-là. Et donc, c'est assez important. On observe aussi beaucoup de corrélations tout simplement par hasard. Il y a un site là, duquel j'ai pris ces exemples-là où vous allez trouver des tonnes, littéralement des tonnes de corrélations qui sont simplement liées au hasard. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils ont collecté beaucoup de variables. Et en collectant beaucoup de variables, on finit par hasard à avoir des corrélations. Et ces corrélations-là, ici, sont très fortes. OK? Et vous comprenez bien que de mourir assassiné avec de la vapeur, ça n'a rien à voir. Bon.
avec peut-être Miss America. Mais il y a quand même une corrélation qui est très forte. Remarquez ici que ce n'est pas deux courbes qui montent ou deux courbes qui descendent. On a vraiment une corrélation où les choses montent et descendent en même temps. Un autre exemple ici où on a une corrélation très, très forte. Il y en a plein. Et le problème avec ça, c'est un problème, c'est une chose qui explique aussi pourquoi il y a tant de publications qui sont incorrectes. Et que dans bien des cas, les mathématiques étaient bien faites, l'expérience était bien faite, c'est que les gens ont testé plein d'hypothèses avec le temps et éventuellement, ils ont fini par avoir de la chance, mais que c'était seulement le hasard et ils n'ont pas vraiment observé quelque chose de particulier. Vous irez sur le site, vous pouvez vous amuser. Un autre problème qu'on a aussi au niveau des données, c'est que les gens ont tendance à croire que lorsqu'on bat des records, c'est nécessairement parce qu'on a une augmentation. La raison pour laquelle les gens concluent que la température de la planète augmente, c'est parce qu'on a mesuré la température de la planète sur une certaine période. Le fait de battre des records, c'est quelque chose qu'on pourrait très facilement observer, même si la température n'augmentait pas. Tout simplement à cause du fait que, en probabilité, on a toujours, une fois de temps en temps, un nouveau record. Bon, ici, j'ai fait un graphique pour compter le nombre de journées où on avait un record de température sous une hypothèse où la température ne changeait pas et suivait une loi normale. Et vous voyez que même si la température ne change pas, on est pris pour 100 ans à avoir constamment des nouveaux records de chaleur. Ça ne veut absolument rien dire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En général, les gens vont insister sur les records tout simplement à cause de leur effet psychologique. Et d'une certaine façon, ils vont utiliser un biais cognitif des gens qui vont être davantage convaincus par ces records-là que par les vraies valeurs qui, elles, montent peut-être un peu moins. Mais l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, moi, je pense que c'est intéressant. Lorsque je parlais du fait que lorsqu'on étudie trop de possibilités, on finit par trouver quelque chose. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez, mais si je me mettais à étudier le café, prenons par hypothèse que le café n'a pas d'impact sur l'intelligence, OK? Et que je me mets à étudier le café de façon sérieuse, de façon vraiment sérieuse. Bon, je vais regrouper beaucoup de gens pour faire une grosse étude. Puis là, je vais regarder toutes sortes de variables. Bon, est-ce que ça impacte les hommes, les femmes? Est-ce que l'âge a de l'importance? Est-ce que c'est un effet à court terme ou c'est un effet cumulatif à long terme? Est-ce que ça affecte le quotient intellectuel ou la créativité ou l'intelligence émotionnelle? Bon, c'est certain que si je fais l'étude avec chacune de ces variables-là, j'ai au moins 91% de chances d'avoir finalement une corrélation qui paraît être confirmée quasiment hors de tout doute par les statistiques, tout simplement parce que je mesure une tonne de choses. Ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, si je publiais mon étude qui disait que les femmes adolescentes ont une augmentation de créativité lorsqu'elles boivent du café, et que j'ai mon p-value de 0.05, si les gens ne sont pas au courant que j'ai essayé 1 million de choses, ben ils vont peut-être finalement pas voir qu'il y a un problème. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que, étant donné que la corrélation dans ce cas-là était due au hasard, en tout cas, c'est mon hypothèse ici, c'est une expérience de pensée, j'ai pas les compétences pour savoir si effectivement le café a de l'effet sur l'intelligence, mais une chose est certaine, c'est que si effectivement il n'y avait pas eu d'effet, ce que vous allez voir, c'est que la deuxième étude, elle, qui va spécifiquement seulement retester est-ce que les femmes adolescentes ont une augmentation de créativité à court terme, là, le test d'hypothèse est valable et 95% de chance qu'on va se rendre compte qu'il n'y avait pas de corrélation. Souvent, la deuxième étude aussi va être faite avec davantage de patients, davantage de personnes qui vont faire les expériences. Et si vous pensez, ben oui, mais les scientifiques font pas ce genre d'erreur-là, il y a beaucoup de domaines de sciences où, comme vous, les gens, c'est pas des gros fans des statistiques.
ce sont des gens qui vont déléguer les parties mathématiques à d'autres et ce sont des gens qui vont s'intéresser réellement à la problématique, que ce soit une problématique sociale, économique, au niveau de l'écologie, au niveau de la psychologie, de la sociologie. Ce sont tous des domaines où finalement on est obligé de faire des tests, des sondages, des expériences, de tracer des corrélations. Et à cause de ça, ce sont des domaines où malheureusement c'est plus facile de faire ce genre d'erreur-là. Ceux qui ont suivi les avancées en physique se souviendront que lorsqu'on a démontré que le boson de Higgs, lorsque les gens ont prétendu avoir découvert le boson de Higgs, c'était après une étude statistique où on n'avait pas un p-value de 5%. En fait, ils avaient été, je pense, à 6 écarts types parce que finalement, 5%, c'est courir à sa perte.